Après avoir vu donc une vidéo qui concernait le champ, qui concernait le théorème de la circulation pour un champ constant ou dans un champ constant, ici je vais voir le potentiel électrique dans un champ, le potentiel électrostatique euh, dans un champ uniforme, dans un champ constant, ainsi que la différence de potentiel dans un champ constant. Et puis je ferai une vidéo qui va concerner le théorème de la circulation pour un champ non constant. Alors, je vous rappelle qu'ici, bon, un champ constant, bon, c'est construit dans une zone qu'on appelle un domaine. Par exemple, ici, le condensateur plan crée à l'intérieur, vous voyez la zone bleue, un champ constant. Le condensateur plan, qui sont deux électrodes planes. Bien sûr, on va mettre on va ramener des charges par un générateur, alors qu'auparavant, bien avant le générateur, avant le générateur de l'accumulateur de Planté et la pile de Volta, bien avant ça, ben, ils apportaient des charges par frottement, par contact et par influence. Bon, mais après, il y a eu le générateur, on a pu apporter des charges. Et quand on mettait deux plaques planes parallèles, ben, on avait un champ constant au sein, à l'intérieur des plaques. Et alors, quand on quittait la zone de plaques, on commençait à avoir un champ qui commençait à se déformer. Au niveau des lignes des champs, on commence à avoir un bombage comme ceci, voilà, en extérieur. Mais à l'intérieur, les lignes de champ, comme on avait un champ constant, les lignes de champ sont parallèles à l'intérieur. Bon, en extérieur, vous aurez compris que ça va de plus vers le moins. Voilà, ça va de plus vers le moins. Bon, donc un champ constant, c'est quand on repère une zone dans laquelle on s'aperçoit que le champ électrique n'est pas est parallèle. Voilà, en tout point d'un domaine, tous les vecteurs sont parallèles et de même intensité et de même sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle un champ constant, un champ uniforme, si vous voulez. Alors là, le théorème de la circulation permet de faire circuler, bien sûr, le théorème de circulation dans un champ constant. On a la présence d'un champ constant d'un domaine, et là, on va avoir une charge qui va circuler de A vers B. Alors, on s'arrange pour que ça aille de A vers B, suivant un trajet quelconque qu'on appelle un chemin. On s'arrange pour que la charge soit positive et donc que la force soit dirigée de A vers B. De A vers B. Alors, parce qu'on sait bien que F est égal à E sur Q, et comme Q ici est pris comme étant positif, E sur Q, le champ et la force auront même sens. Donc, on va avoir une force qui va circuler le long de ce trajet-là, et après, bon, quand on fait les calculs, on se rend compte que on fait un calcul, bien sûr, par décomposition élémentaire, pour trouver, bien sûr, le travail complet. Le travail complet est une somme de décomposition élémentaire. Ça a été vu dans une vidéo, ça, c'est pour ça que j'abrège. Voilà. Et pour remarquer qu'au au bout du compte, on avait une formule qui était la suivante. Voilà. Q, le travail, Q vaut E fois Z2 moins Z1. Alors déjà ici, il y a quelque chose qu'il faut discuter, c'est que, bon, Q c'est la charge, hein, elle va circuler sur un chemin, et que, bon, il est indépendant, ben, c'est un champ uniforme, hein. Ici c'est un champ uniforme, je traite un champ uniforme, et que, ici, Z2 moins Z1, pourquoi Z2 moins Z1? Pourquoi Z2 moins Z1? Vous allez me dire que, dans le théorème de la circulation, le champ, il est donné dans une certaine direction. On a une certaine circulation, enfin on a un certain champ constant. Dans une région D créée par, bien sûr, des plaques parallèles. Hein. Des plaques parallèles, il y a un condensateur extérieur. Voilà, on a des plaques en extérieur qui vont créer un champ constant. Donc on a une zone avec un champ constant. Par exemple, on a du moins, voilà, de plus ici, et du moins, donc le champ va aller de plus vers le moins. Voilà, et on a une zone dans laquelle je vais appeler domaine, euh, dans lequel on a un champ constant. Et dans ce champ constant, dans cette zone où il y a un champ constant, on a un domaine, voilà, dans lequel, dans toute cette zone-là, le champ est constant. Voilà, j'appelle ça domaine. Voilà. Alors, maintenant, il y a une question qui se pose.
la circulation de la charge va aller de A à B. Il va aller de A à B. Alors maintenant, si je mets un axe, ici, je peux mettre où je veux l'axe, hein, je peux mettre une origine détachée de A. Voilà, si je mets une origine détachée de A, là je crée un axe Z. Alors là, on aura, bien sûr, là je vais mettre Z1, l'origine est peut-être ailleurs, hein, en haut ici. Voilà, Z1, et là j'ai Z2. Alors pourquoi, ici bien sûr le champ c'est E, le trajet peu importe comment il est, du moment qu'il va de A vers B, avec une charge positive bien sûr. Voilà, bon là on a un chemin, voilà, je vais de A vers B. Donc là on a un chemin. Alors le travail électrostatique, enfin le travail des forces électrostatiques vaudra Q fois E fois Z2 moins Z1. Alors bon, le Q on comprend, fois E on comprend parce que Q fois E c'est une force. Q fois S c'est une force. Le travail de A vers B, de la force FE engendrée par la force électrostatique dans un champ E, ben on sait bien que E est égal à F sur Q. Bon, si je projette sur l'axe, bon, comme c'est des forces parallèles, F est parallèle, E est parallèle, parce qu'on est dans un champ constant, tout est parallèle. Voilà, E et F sont parallèles, donc si je projette, ça fait E est égal à F sur Q. Donc on aura la Q fois E est égal à F. Donc, et une force fois un déplacement, une force fois, comme tout est parallèle, ben, le déplacement aussi, là on a une projection du déplacement, enfin, on a une projection du déplacement qui va donner H. Donc de toute façon ici on a une force fois une distance. Alors cette force, ben, je peux l'exprimer par rapport à Q et à E fois H. Voilà. Alors maintenant la question qui se pose c'est ce fameux H. Bon, tout a été démontré, hein. Bon, je ne vais pas revenir sur la vidéo. Voilà, la démonstration a été faite ici. Pour trouver le travail total, il faut faire une décomposition, on va dire minimaliste, par ce qu'on appelle voilà, les éléments infinitésimaux. C'est du calcul infinitésimal. On passe par voilà, des éléments différentiels, des éléments infiniment petits, voilà, qui sont des différentiels, et on somme toutes ces différentiels pour avoir la totalité du travail. Le travail AB, c'est somme des travaux partiels. Comme on a FE qui est une force constante, on peut sortir de la somme. Et il va rester une somme de trajet. Et la somme de trajet n'est rien d'autre que, suivant le produit scalaire, que la trajectoire de A à K, qui est suivant Z. Et là, donc ici, si je fais la somme de tous ces DH, tous ces DH, ça va donner AK. La somme des DH va donner AK. Alors, tout ça, j'ai expliqué dans une vidéo, hein, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que bon, ça a dû prendre du temps pour expliquer ça. Donc, le AK n'est rien d'autre que, voilà, c'est la distance, voilà, aussi on somme tous les DH pour avoir H. Et H n'est rien d'autre que Z2 moins Z1. Ce n'est rien d'autre que Z2 moins Z1. Alors, justement, ma remarque est la suivante. Parce que ici, quand on regarde bien, là, quelque part, il y a combien de distances? En fait, il y a deux distances. Puisque j'aurais pu poser un axe XY. Alors, j'aurais pu poser un axe, enfin, Z, un axe Z ici, par exemple, et un axe Y ici. Et tenir compte de la distance qui va de A à B. Et là, j'aurais dit que c'est Z2 moins Z1. Et effectivement, on a ça. Mais on n'a pas la distance Y2 moins Y1. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, la composante de distance par rapport à E, ben, ce travail-là, il est nul. Voilà, le travail suivant, enfin, de toute façon, ici, la composante ici de E est nulle. La composante de E transversale est nulle. Donc il n'y a pas de travail qui se fait. Ici, si je devais mettre un vecteur,
Bon, si on avait un vecteur comme ceci, on comprend qu'on a une composante suivant z et suivant y. Alors là, il faudrait tenir compte de deux distances. Mais ici, c'est pas le cas parce qu'ici, on a, voilà, encore que, bon, on peut encore discuter ça, hein. D'ailleurs, je le ferai dans les champs. Quand un champ ne sera pas uniforme, vous allez voir qu'il y a une composante qui va s'annuler. Il y aura une composante radiale qui va s'annuler. Ici, ce qui veut dire que la seule distance qui est tenue en compte, c'est celle dans la direction de E. Voilà. Et la distance de hauteur ici, on ne tient pas compte. On ne tient pas compte parce qu'elle est perpendiculaire à E. Elle est perpendiculaire à E, cette distance-là. Voilà. Et dans un champ non uniforme, cette distance-là, en Y, n'apparaîtra pas non plus. Vous allez voir. Et donc on aura la même, plus ou moins la même expression. On aura la même expression que ça. Voilà. Donc ce qui veut dire ici, on ne tient pas compte de Y, mais juste de la distance parcourue suivant l'axe des Z. Et donc, peu importe le chemin qu'on aura, ça ne dépendra que de la distance de... Et là, vous voyez qu'on a bien une force fois une distance. Une distance représentée sous forme de l'axe des Z par Z2 moins Z1. Donc on aura F fois H, et on a Z2 moins Z1, qui n'est rien d'autre que Q, puisque la force c'est Q fois E, et H c'est Z2 moins Z1. Et à partir de là, c'est là que je vais m'intéresser au potentiel. Alors, quel type je vous rappelle qu'est-ce qu'on a, hein. Si je vais résumer un petit peu la situation. Donc ça c'est dans un champ constant, hein. Je suis dans un champ constant. Voilà, on est dans un... Enfin, la charge est dans un champ... se balade suivant une trajectoire dans un champ constant. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser... Bon, on sait bien qu'il n'y a pas d'Y. Il y a juste du Z. Parce que la composante suivant Y, elle est nulle. Puisqu'on n'a pas... on n'a que tout simplement un trajet... Le travail de la force E ne se fait que suivant Z et pas suivant Y. Donc on ne tient pas compte de la hauteur. Donc à cause de ce principe-là, c'est indépendant du chemin, hein. Voilà, c'est indépendant du chemin que le chemin. Donc ça va dépendre que de la situation initiale et la situation finale. Bon, peu importe que le chemin, si je choisis ce chemin-là, ou que je choisisse ce chemin-là, bon, toujours avec une charge positive où le champ est constant, et donc que la charge est positive, donc la force va dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'essaie d'aller du point A vers le point B, et pas du point B vers le point A. Alors, en faisant ça, ça ne dépend que de la position initiale et de la position, enfin, la position finale et de la position initiale, tout simplement. Et ça ne dépend pas du chemin. Voilà. Ça ne dépendra pas du chemin. Alors maintenant est venu le moment de faire des analogies et de bien comprendre ça. Donc c'est un travail mécanique. Alors, je vous ai toujours dit que quand on a un environnement, il existe de l'existant dans un contenant. Il y a du contenu. Et ces contenus sont tout simplement des paramètres. Des paramètres. Et ces paramètres-là, justement, c'est ce qui fait voilà, l'existence. L'existence se fait par ces paramètres. L'existence, c'est du mouvement, voilà, c'est des actions, etc. L'existence se fait à travers ces paramètres. Bon, je m'explique, hein. Donc on a l'univers. L'univers est un contenant avec du contenu des astres, dont un astre où nous nous situons est où on a la planète Terre qui contient des êtres vivants. Ces êtres vivants, que ce soit les astres ou les êtres vivants ou non vivants, bon, ont des interactions. Alors, quelles sont ces interactions? Mais c'est le but de tout ça, c'est faire des échanges énergétiques. On a des échanges énergétiques. Mais qui dit échange énergétique dit travail.
Et qui dit travail dit force. Donc, on a des énergies, bon, on a les énergies fossiles, les énergies nucléaires, les énergies thermiques, les énergies hydrauliques, l'énergie mécanique qui regroupe l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, l'énergie électrique, l'énergie mécanique, ça je l'ai déjà dit, l'énergie chimique. Bon, c'est pas ce qui manque dans les énergies. C'est pas ce qui manque. L'énergie éolienne, et tralali, tralala. Bon, il y a toutes sortes de formes d'énergie, énergie lumineuse, euh, bon, l'énergie des ondes, etc., etc. Donc, on a de l'énergie. L'énergie permet d'effectuer des travaux de quoi? Mais des travaux de force. Voilà, des travaux de force. Alors, justement, l'être humain ne déroge pas à la règle. Bon, il mange de l'énergie, des calories, ou ça peut s'exprimer en joules, hein, les calories. Hein. On peut faire l'équivalent joule-calorie en multipliant ou divisant par 4,18, ça dépend dans quel sens si on veut aller des joules vers des calories ou calories vers des joules. Voilà. 4,18, c'est l'équivalent qui a été trouvé par l'expérience de Joule. Donc on mange des calories pour, bien sûr, mettre en œuvre un certain travail et au travers de forces. Voilà, on va manipuler on va faire interagir des forces musculaires ou des forces internes au corps pour pour pouvoir justement vivre. Vivre, c'est-à-dire c'est euh, résister, je veux dire, par l'entremise de l'énergie, résister à, à- et avoir une forme de vie. Forme de vie, c'est de résister en prenant de l'énergie. Prendre de l'énergie, c'est voilà, remettre, euh, euh, se remettre, remettre, je veux dire, en action la résistance à la vie grâce à l'énergie. Maintenant, plus on manque d'énergie, et plus on sait moins travailler, on est plus faible, et à un moment donné, l'énergie s'éteint et on meurt. Et donc là, on ne sait plus faire de travaux parce qu'on est mort, et on ne sait plus faire voilà, faire des forces, c'est-à-dire des actions, bouger ou manipuler quoi que ce soit, parce qu'en fait, voilà, on a un être inerte, et donc il n'est plus capable d'effectuer aucune force. Enfin, de faire des actions de force, il ne sait plus. Il ne sait plus travailler, et donc pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'énergie. Et donc, l'énergie, c'est auto-alimenter en énergie pour pouvoir résister, je veux dire, c'est pour pouvoir subvenir aux besoins de la vie. Euh, voilà, aux besoins de la vie, c'est-à-dire, euh, l'être humain doit bouger, ben, il a besoin d'énergie. L'être humain doit courir, travailler, etc. Bon, c'est de l'énergie. S'il ne mange pas, ben, il est à plat, les piles sont à plat, et s'il continue à ne pas manger, il risque voilà, de mourir. S'il ne mange pas pendant 20-30 jours, il est mort. Bon, s'il boit, ça va corps. Et s'il s'hydrate, il n'y a pas de problème, il peut encore résister pendant longtemps, mais bon, c'est dangereux pour le corps humain de ne pas s'hydrater, de ne pas manger du tout euh, euh, pendant des jours. Alors, donc il faut s'alimenter pour ramener avoir de l'énergie. Ben, euh, ça, c'est tout court fait ça, que ce soit dans l'espace ou que ce soit, je veux dire, pour l'être humain. Alors, euh, le contenu, c'est la matière. Donc on a des échanges de matière et d'énergie. Maintenant, il y a différents types de contenus, différents types de paramètres. Si je prends une charge électrique, ben, c'est une charge électrique. On dira qu'on a affaire à une charge électrique que je vais appeler Q. Maintenant, si on a affaire à une masse, c'est toujours de la matière, mais on va l'appeler M. M. Et alors bon, il existe la première force, la première chose qui peut interagir. Donc le Q, c'est, on va dire, c'est de la matière, on va dire, c'est un contenu euh, de type électrique. Voilà, c'est un contenu de type électrique. Euh, alors la masse, elle peut être définie de plusieurs façons, la masse inerte ou la masse grave, suivant qu'on parle euh, voilà, de la masse en tant que matière qui forme le poids. Euh, on parlera de matière masse grave ou masse inerte si on parle d'accélération et de mouvement. Et voilà. Mais de toute façon, quand on fait les calculs, on remarque que la masse grave est égale à la masse inerte. Voilà. Mais c'est deux concepts qui pourraient
bon, pour certains, je veux dire, se séparer et s'expliquer. C'est comme un petit peu voilà, les ondes, et la matière et l'onde. Bon, à un moment donné, elles ont des caractéristiques qui peuvent, je veux dire, euh, voilà, être ambigus l'un avec l'autre, mais en fait, on peut, je veux dire, prendre des hypothèses qu'on peut avoir soit une onde ou soit de la matière, suivant ce qu'on veut, suivant le système et suivant ce qu'on veut expliquer. On peut, voilà, il y a la dualité onde-corpuscule, onde-matière, donc énergie-matière, suivant le contexte qu'on veut faire ressortir pour expliquer certaines choses. Et tu sais, la masse inerte, masse grave, c'est un peu la même chose. Suivant le contexte qu'on veut euh, expliciter, ben, on va considérer qu'on va prendre soit la masse grave ou la masse inerte. C'est un petit peu comme la dualité. C'est une dualité en fait, dualité de masse. Masse grave, masse inerte. Bon, mais ça n'est pas la question. Ici, la question ne se pose pas. C'est j'ai une masse, point. On ne va pas contextualiser et faire une distinction de bon, qu'on va prendre la masse grave ou masse inerte, on s'en fout de ça ici. En tout cas, on a de la matière qui sont des charges et de la matière qui sont des masses. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un contenu qui est un paramètre qui peut varier. Qui peut varier. Le paramètre peut varier. La masse peut augmenter comme elle peut diminuer, comme la charge peut voilà, augmenter comme elle peut diminuer. Donc on peut avoir des masses euh, diverses comme on peut avoir des charges diverses. Bon, ça c'est la première chose. Alors si je prends la notion de masse, bon, vous aurez compris qu'on a des forces de gravitation universelles qui vont intervenir, qui est en fait le poids. Et donc on aura la constante de Cavendish, et là on aura l'attraction entre l'interaction entre deux masses sur R carré. Là on a déjà voilà, la formulation d'une force. C'est une force mécanique. Alors la charge électrique, ben, c'est pareil. On aura de, euh, une interaction entre charges qui aura plus ou moins la même expression, si ce n'est que si les constantes ne sont pas les mêmes, elles dépendront du système d'unité, mais ici on a affaire à des charges. Donc là, on a ce qu'on a affaire à une force électrostatique. Ici, on a une force due, on va dire, à la gravitation. Voilà, ça, c'est déjà un concept qui est, je veux dire, déjà ressemblant. Alors maintenant, je peux définir la notion de poids comme étant la masse fois la gravitation. Bien sûr, ici je mets en norme, hein, je mets tout en norme. Je ne mets pas les vecteurs, je mets tout en norme. Voilà. Parce que c'est vrai que normalement c'est des notions vectorielles, mais si vous appelez, vous faites vous mettez un axe comme ce sont des forces, je mets un axe qui est parallèle à la force, donc à ce moment ça devient des forces parallèles et donc la norme, l'angle il est nul, donc le cosinus alpha vaudra cosinus de 0, cosinus de 0 ça fait 1, donc en fait voilà, il n'y a pas voilà, euh, la norme, la projection sera directement la norme. La projection sur un axe parallèle sera la norme, parallèle aux forces. Bon, vous voyez que ici, bon, je peux dire que le poids sur la masse fait la gravitation. Hein. Le poids sur la masse fait la gravitation. Je peux dire que le poids sur la masse, je peux calculer la gravitation en un point. C'est une notion locale. Voilà, le poids est une notion locale. C'est le poids sur la Lune et le poids sur Terre n'est pas le même. Voilà. Ici, une notion locale, c'est aussi voilà, le champ électrostatique. Voilà, le champ électrostatique, on peut dire que c'est F sur Q. E est égal à F sur Q. Donc ici, si j'appelle la force de gravitation Fg, enfin le poids, si je l'appelle Fg, voilà, j'aurai Fg est égal à la masse fois la gravitation. Là, je pourrais dire que la force électrostatique, est égale à la charge fois, fois E. Puis fois E. Alors, ici, le G, petit g, je peux l'appeler grand G.
Voilà, M fois grand G. Donc tiens, il y a des analogies. On va continuer ces analogies. Alors pour ça, donc je suis en plein dans le contenu. Hein. Le contenant, on sait bien ce que c'est. C'est l'univers, c'est la Terre, c'est les astres, c'est tout ce que vous voulez. Alors continuons notre analogie. Si maintenant je calcule le travail effectué par le déplacement d'une charge, le travail pour aller de A à B, ben, d'une force électrostatique, ben, c'est la force électrostatique fois son déplacement. Et là, on aura le travail pour voilà, le travail du poids. Pour aller d'un point A à un point B, mais c'est la force, c'est le poids fois, fois une distance. Poids fois une distance. Alors vous aurez compris que le poids, le travail de ce poids, c'est M fois G. Ici, je peux remettre du petit g. Bon, ça ne me dérange pas. Petit g au grand G. Alors, cette distance-là, souvent, c'est une hauteur. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Donc, cette distance-là, généralement, le poids à une certaine distance, le poids, c'est comme ceci. Bon, il n'y a pas de composante transversale comme ça. Hein. Donc, le poids, même si vous faites un trajet pour aller de là à là, ce qui va compter, c'est la hauteur. Comme le poids est transversal, voilà, le poids est comme ceci, P, il n'y a pas de composante comme ceci du poids, donc même si vous faites un trajet qui va aller de A ici à B, on ne va pas mettre un axe X comme ceci, hein. On met juste voilà, ceci, donc on aura Z2 moins Z1, donc on aura mg Z2 moins Z1. Alors, pour le travail des forces électrostatiques, on aura la même chose. Que vos F, E, c'est QE. Et que vos A, D, ici encore une fois, la force électrostatique, si elle va d'un point à un autre, si on est dans un champ constant E, voilà, il n'y a pas de composante comme ceci, donc la composante en Y ne m'intéresse pas. La composante en Y ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est juste une composante Z2 moins Z1 pour aller de A à B. Donc, ici, ce sera Q fois E Z2 moins Z1. Et donc, d'un côté, on appelle ça l'énergie voilà, l'énergie potentielle, MGH, et de l'autre côté, c'est aussi c'est un travail. D'un côté, c'est un travail, de l'autre côté, c'est un travail. Le travail est appelé ici MGH, c'est l'énergie potentielle. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle potentiel électrique? Ici, il y a juste quelque chose qui va changer. Eh bien, c'est là que, là, on a l'énergie potentielle. Mais ici, il y a juste un petit changement qui va changer. L'énergie potentielle, c'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Alors maintenant, justement, c'est ça que je vais voir. Le travail pour aller de A à B de la force électrostatique Fe, bien sûr, c'est égal à Q fois E fois
Z2 moins Z1, bien sûr, il y a un axe OZ qui est posé, suivant la direction du champ constant suivant E. Et là, il y a juste un petit truc qui change, c'est que, bon, je vais m'intéresser à EZ2 moins EZ1. Voilà, je mets en évidence EZ2 moins EZ1. Et je peux appeler le potentiel VA, qui est égal à moins EZ1 plus constante. Voilà. Et VB est égal à moins EZ2 plus constante. Alors, qu'est-ce que c'est que le potentiel électrique? Ben, ce sera rien d'autre que la définition de VB. VA c'est le potentiel au point A, hein, si vous avez compris ça. Voilà, VB, c'est le potentiel au point B. Et la quantité, bien sûr, on aura une quantité qui vaudra ici Q fois EZ2, c'est moins VB moins plus VA. Donc on a ici Q, c'est VA moins VB. Ça, c'est le travail des forces électrostatiques, c'est Q fois... donc, VA, c'est le potentiel au point A, VB, le potentiel au point B, et la quantité VA moins VB, c'est la différence de potentiel, ce qu'on appelle DDP. VA moins VB, c'est la différence de potentiel. La différence de potentiel. Et en un point quelconque, bien sûr, dont la projection a pour abscisse Z sur l'axe, bien sûr, OZ, parce que j'ai mis un axe ici, un axe OZ. J'ai perdu la souris, elle est là, la voici. J'ai positionné un axe OZ suivant la direction du vecteur électrostatique E. Donc, je peux écrire que le potentiel V en un point Z donné est égal à moins E Z plus constante. Alors, je peux trouver le potentiel en tout point. Potentiel en tout point. Donc, le potentiel peut être trouvé en n'importe quel point. Voilà, je peux trouver le potentiel quand la charge est ici. Je peux trouver le potentiel quand la charge est ici. Bien sûr, on peut trouver le potentiel où on veut sur le chemin. VZ. Il suffit d'aller rechercher voilà, la coordonnée pour la calculer en VZ. Donc VZ est égal à... il suffira de faire le calcul suivant. Vous faites le champ électrostatique, il est connu, fois voilà sa position. Alors là maintenant, regardez bien. Je vous rappelle que une charge, ça s'exprime en coulomb. C'est de coulomb. La force, ça reste des newtons. Le champ, c'est des newtons par coulomb. Pourquoi? Parce que c'est F sur Q. Donc c'est des newtons par coulomb. Bon, maintenant, chose que vous devez savoir maintenant, c'est qu'elle peut s'exprimer en volts par mètre. En volts par mètre. Donc si je fais maintenant le calcul ici, là, celui-ci, il est en volts par mètre. Voilà, le Z, il est en mètres. Si vous faites fois des mètres, vous aurez des volts. Donc la mesure ici est en volts. Donc le potentiel est en volts.
Alors maintenant, la différence de potentiel entre A et B, voilà, entre A et B, ben, il est indépendant du chemin suivi et dépend que de la situation initiale et de la situation finale. Donc le travail pour aller de A à B est d'être indépendant du chemin, voilà, des forces électrostatiques bien sûr. Ici, on aura quoi? Bon, la force électrostatique ici elle est constante, hein, parce que je suis dans un champ uniforme. Hein. Je suis dans un champ égal constante, d'où feu est constant. Hein. Voilà, bon, ici je suis dans un champ constant, hein, c'est mon hypothèse de départ. Je suis en train d'étudier donc le théorème de la circulation pour un champ constant et donc le potentiel qui ressort dans un champ constant. Alors, on aura bien sûr Q fois. Vous voyez ici que je n'ai besoin que de la charge pour calculer le potentiel. Et alors le potentiel ne dépend que du potentiel en A et du potentiel en B. Voilà. Et ça, comme je vous ai dit, c'est la différence de potentiel. Alors maintenant, autre chose, j'ai calculé auparavant dans le théorème de la circulation que dans la vidéo précédente, j'ai tout expliqué tout ça. Donc allez la voir, j'ai tout développé. Voilà. Ici, j'ai développé que voilà, Q c'était E fois AB. Voilà, Q fois AB. Donc Q fois E fois H. E fois H. H c'était aussi AB. C'est la projection du vecteur AB. Donc c'est le vecteur qui est relié directement du point A. Attention qu'ici, l'origine n'est pas forcément A. Hein. Alors, bon, je peux mettre un axe Z où l'origine n'est pas forcément A. Bon, je peux mettre en 0, mais ça c'est un cas particulier. Voilà, bon. Je peux mettre 0, voilà. On va mettre l'origine de l'axe OZ ici, par exemple. Voilà. Il n'est pas forcément A. Alors, le vecteur AB, vous avez vu, c'est lequel? Bon, c'est celui qui va de A à B. C'est le segment AB. Alors, voilà, donc c'est vecteur AB. Si je projette le vecteur AB suivant le cosinus de bêta ici, voilà, ici vous avez même encore l'expression qui est là. E fois AB est égal à E fois AB cosinus bêta. Donc ce qui fait E fois AB est égal à EH. Donc comme j'ai trouvé EH, c'est fait E fois AB. Tout ça j'ai expliqué, hein. Bon, ça a été expliqué. Hein. Comme Q fois EH, ça fait Q fois EAB. Donc ici, si je reviens maintenant, j'applique ceci. On sait bien que le travail vaut dans un champ constant, bien sûr. Hein. C'est aussi égal à Q fois E fois AB, égal à Q fois E produit scalaire AB. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Si je simplifie par Q, eh bien j'ai une expression qui est le champ électrique fois produit scalaire fois AB. Alors AB c'est le segment qui relie, c'est le vecteur qui relie point A au point B tout simplement. C'est égal au potentiel VA moins VB. Donc je peux trouver le potentiel grâce voilà, au vecteur AB. Je connais le vecteur AB, il n'y a pas de problème. Je connais le départ, le point de départ. Je peux faire un vecteur origine-extrémité AB multiplié par le champ électrostatique. Ça, bon, ça fera voilà, fois AB va donner la différence de potentiel entre A et B. Bon, donc comme je vous ai dit, c'est une expression ici, VA moins E fois AB. Je vous rappelle qu'ici, E, ça peut s'exprimer en volts par mètre.
fois AB fois des mètres, on a bien des volts. Hein, des volts. Alors, VA moins VB, c'est bien des volts. Hein, donc, tout est correct. Alors maintenant, on aurait pu se dire aussi que le champ pouvait s'exprimer non pas en newton par coulomb, parce que ça c'est évident, si vous faites F sur Q. Ouais, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure que voilà, F sur Q, c'est une grandeur locale comme l'est. Voilà, ici on a une grandeur locale pour la force. Ça dépendait de. J'ai oublié de vous dire ça, c'est ça que j'étais en train de chercher, ce que je voulais dire. C'est que ici, le poids dépend du lieu. Mais ici, les FE sur Q, FE, voilà, dépend du lieu aussi. Hein. Si vous changez de charge, dans le champ électrostatique, vous allez avoir une force différente. Et voilà, si on est dans un champ constant. On est dans un champ constant. Alors, être dans, si je parle en termes de mécanique, être dans un champ gravifique constant, c'est être sur la Terre. Voilà, sur la Terre, on a une zone de la Terre, bon, ça varie sensiblement. La gravitation G, le fact, voilà, la constante de gravitation G vaut 9,81, bon, ça varie, bon, suivant la latitude, suivant certains paramètres, ça varie, bon, suivant, voilà, l'altitude, etc. Bon, ça varie un tout petit peu, mais on peut dire que c'est sensiblement constant. Voilà, ben ici c'est un peu la même chose pour, ici on est dans un champ constant électrique E. C'est un peu la même chose. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on aurait pu trouver l'unité, sachant que, connaissant VA-VB est en volts, voilà, AB est en mètres, donc celui-ci est en mètres, et celui-là, c'est une différence de potentiel, c'est la tension, hein, ce qu'on appelle la tension U entre AB. VA moins VB, c'est la tension entre A et B. Donc, je peux écrire ici, ça c'est Q fois UAB. Q fois UAB. Q fois la tension entre A et B. C'est la tension entre A et B, VA moins VB. Bon, maintenant, regardez bien qu'ici, la tension A et B, c'est en volts, ça s'exprime en volts. Si celui-ci est en mètres, on aura compris que l'autre peut s'exprimer en volts par mètre. Parce que des volts pour avoir des volts, celui-ci va simplifier, donc on peut exprimer celui-là en volts par mètre, tout simplement. Donc le champ électrostatique peut s'exprimer en newton par coulomb ou en volts par mètre. Donc le travail, si je suis dans un champ constant, hein, c'est un peu particulier, mais le travail vaudra Q fois V1 moins VB. C'est-à-dire Q fois la tension entre A et B. Je vous remercie.